Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. À 5 jours du lancement du grand débat et après le départ de Chantal Joanneau, qui pour organiser cette consultation inédite? L'exécutif mise sur les élus locaux. Certains maires ont déjà fait remonter les doléances des citoyens. Mais sont-ils tous prêts à jouer le jeu? Le débat est à suivre. Le Sénat n'en a pas fini avec l'affaire Benalla. Alors que les conclusions de la commission d'enquête sont très attendues, la Haute Assemblée pourrait procéder à de nouvelles auditions, et ce dès la semaine prochaine, notamment sur la question des passeports diplomatiques. On vous en dit plus dans un instant. Au dernier jour du procès du cardinal Barbarin, des plaignants espèrent l'avènement d'une nouvelle ère dans l'Église catholique. Depuis plusieurs années, le CRIAV mène un travail de prévention et de libération de la parole dans les diocèses. Sébastien Brochot, formateur, sera d'ailleurs notre invité. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir et commenter cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat 360 pour m'accompagner cet après-midi pour les réactions des sénateurs à l'actualité. Salle des conférences, on retrouvera Alexandre Poussard dans notre multiplex tout de suite. Nous vous l'annoncions dès hier, Alexandre Benalla a bien restitué ses passeports diplomatiques. L'information a été confirmée hier. Pour autant, le Sénat pourrait ne pas en rester là. Sous serment, l'ancien chargé de mission de l'Élysée avait en effet assuré le contraire. Les parlementaires pourraient donc pousser leurs travaux avant de publier leurs conclusions. Quentin Calmy. Le bruit court depuis plusieurs jours. Le Sénat pourrait reprendre ses auditions dans l'affaire Benalla. La dernière audition en date remonte au 10 octobre. Depuis, les sénateurs étaient occupés à rédiger un rapport pour pointer du doigt les défaillances de l'exécutif dans la gestion de l'affaire et également dénoncer les incohérences des hauts responsables auditionnés. Un rapport qui devait être publié dans les prochains jours. Mais récemment, de nouvelles révélations dans la presse les ont décidés à interroger de nouvelles personnes. Car en décembre, on a appris qu'Alexandre Benalla a récupéré ses passeports diplomatiques alors qu'il n'était plus salarié de l'Élysée. Des passeports qu'il a ensuite utilisés pour faciliter ses voyages à l'étranger. Début janvier, la commission d'enquête sur l'affaire Benalla a donc adressé un courrier à l'exécutif afin d'éclaircir les manquements autour des passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla. Cette semaine, le Sénat aurait reçu une réponse écrite, mais la commission d'enquête veut aller plus loin avec cette nouvelle série d'auditions. Des sénateurs pour qui le temps presse, votés fin juillet, les pouvoirs d'enquête de la commission prennent fin le 23 janvier. Quand l'organisation du grand débat tourne au casse-tête, hier, le Premier ministre s'est montré confiant sur la tenue de cette consultation inédite. Les délais seront tenus malgré le départ de Chantal Joanneau. Elle devait en assurer son organisation. Reste à savoir à qui incombe désormais cette mission. Et vous allez le voir, l'exécutif mise sur les élus. Jean Brabier. Pour Emmanuel Macron, les retrouvailles avec le terrain passeront par les maires à Grand-Bourteroule dans leur mardi, où plus de 600 édiles du département et du reste de la Normandie sont conviés à rencontrer le chef de l'État. Une manière aussi de ne pas être directement confronté à la population, mais à ses représentants les plus locaux. Il va aller à la rencontre des maires et il engage cette grande tournée en France qu'il avait d'ailleurs annoncé au mois de décembre. C'est quand même assez bunkérisé comme déplacement. Écoutez, il y a ceux qui voudront ne pas permettre au président de la République de se rendre sur le terrain. Et puis il y a aussi ceux qui ne contestent pas, qui accueillent le président et qui font que le déplacement se passe bien. Pour le gouvernement, les maires pourraient être les meilleurs relais entre les citoyens et le sommet de l'État. Proche du président de la République, François Bayrou suggère même que la Commission nationale du débat public soit dessaisie. Il y a 36 000 communes en France, il y a 36 000 maires. Les mairies sont ouvertes, on peut trouver à l'intérieur de la mairie des personnes, ou en tout cas des institutions, qui recevront les contributions, où les Français vont pouvoir s'exprimer. Il n'y a rien de plus simple. Mais tous les maires ne sont pas prêts à jouer le jeu, ou plutôt à prendre les coups à la place du gouvernement. Si pour le président du Sénat, ils ont un rôle à tenir, ils ne peuvent pas être aux manettes de ces débats. C'est pas à eux de porter le débat. Je sais que nombre d'entre eux seront des facilitateurs, mais ça ne peut pas eux qui animent. C'est au gouvernement de décider de la manière dont il entend conduire le débat. Il faut dire que certains maires ont toujours en travers de la gorge la non-venue d'Emmanuel Macron à leur congrès annuel en novembre dernier. Depuis, la crise des Gilets jaunes s'est installée et Emmanuel Macron insiste sur leur rôle quasiment à chaque prise de parole, comme un mea culpa pour renouer le lien
avec ses élus des 35 000 communes françaises. Et on prend tout de suite la direction de la salle des conférences où nous attend Alexandre Poussard avec votre premier invité aujourd'hui. Alexandre, c'est Claude Malhuret, c'est le président du groupe Les Indépendants ici au Sénat. Oui, Claude Malhuret, que pensez-vous de ce grand débat national alors que son organisation tourne au casse-tête ? Oui, qu'est-ce qui n'est pas un casse-tête en ce moment? Il ne vous a pas échappé qu'on est en crise politique, sociale depuis 1 mois et demi ou 2 mois. Et par conséquent, la situation évolue de jour en jour. Bien entendu, tout est flou dans cette organisation et ça risque de l'être encore pendant quelques temps. Mais je crois que ce qui est important, c'est pas qu'on commence un débat d'une façon un peu désordonnée, c'est que la fin se passe bien et ce qui compte c'est le résultat. Ce qui compte c'est de savoir si au bout du compte, dans 2 mois, dans 3 mois, le gouvernement pourra trouver des solutions à la crise aujourd'hui. Donc le flou actuel, bon, ça ne me choque pas beaucoup. En revanche, ce qui me choquerait, c'est que le flou soit encore là à la fin du grand débat. Alors le flou ne vous choque pas, est-ce que c'est au maire de porter un peu le relais de ce grand débat ? Et il y a 3 semaines, je crois, j'étais sur votre plateau. Et la journaliste m'a posé la question, à votre avis, qui doit organiser le débat? Est-ce que c'est les maires? Est-ce que c'est les préfets? J'ai dit surtout que ce ne soit pas les préfets. Qu'on n'ait pas l'impression, une fois de plus, que le gouvernement se moque des corps intermédiaires, passe par-dessus les élus et qu'il organise tout, depuis Paris, en passant par les préfets dans les départements. Donc ma position, c'était qu'il fallait que ce soit les maires qui mènent ce débat, parce que les maires sont aujourd'hui les rares élus qui ont encore la confiance d'une majorité de Français et de leurs concitoyens. D'ailleurs, je pense que beaucoup sont d'accord avec moi, puisqu'ils ont déjà, avec leur cahier de doléances, avec l'ouverture des mairies, ils ont déjà commencé ce débat. Il faut que ce débat soit le plus proche possible de nos concitoyens, et qui est plus proche que les maires. Donc finalement, vous ne comprenez pas la décision de l'Association des maires de France de se désolidariser de ce grand débat? Moi, je pense que chaque maire fera ce qu'il voudra, mais je constate qu'une bonne partie d'entre eux ont déjà commencé à y participer. Et surtout, moi, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Si on vous disait, il y aura toujours des critiques, on dit c'est les maires, la MF se désolidarise, je viens de l'apprendre d'ailleurs. Mais si on vous dit c'est les préfets, vous allez immédiatement avoir des talents, à commencer par les protestataires, qui vont vous dire bon, ben, ça y est, c'est ficelé, tout est fait, donc il n'y a plus de débat. Est-ce que les ministres doivent aller directement sur le terrain? C'était le cas aujourd'hui, certains ont été pris à partie. Est-ce qu'ils ont intérêt à faire ça? Je pense que s'ils veulent montrer qu'ils écoutent, c'est pas en restant dans leur ministère. Donc je pense même qu'il est sans doute courageux pour un certain nombre de ministres aujourd'hui d'aller sur le terrain, parce qu'ils savent qu'ils seront pris à partie, ce qui d'ailleurs ne me paraît pas une bonne chose en démocratie. Bien entendu, on va leur reprocher de peser dans le débat. Moi, je crois qu'il faut qu'ils aillent sur le terrain pour écouter et non pas pour participer et donner des oukases, si je peux dire. Mais qu'ils aillent sur le terrain, qui reprocherait aujourd'hui à un ministre d'aller sur le terrain? Au contraire, c'est ce qu'on leur demande. Vous le disiez, l'important de ce débat, c'est la fin. Il pourrait y avoir un référendum sur les institutions, un référendum à questions multiples. Est-ce que vous êtes pour? Je pense que le débat, j'aurais certainement une position définie par rapport à cela à la fin du débat. Aujourd'hui, ce référendum à questions multiples, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un gadget, ça peut être une sorte d'idée qui peut être une bonne idée ou qui peut être une fausse bonne idée. Ça va dépendre bien entendu des questions qui sont posées. Et je ne suis pas sûr, vous savez, le référendum, c'est une arme qui s'enraye assez facilement. Et par conséquent, je pense qu'il faut y réfléchir à 2 fois. On verra quelle sera l'ambiance à la fin du grand débat. Ça peut être une bonne solution. Je n'en suis pas sûr. Moi, je pense que le déficit qu'on a aujourd'hui, c'est le déficit dans la consultation des élus, dans la consultation du Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, des maires, et qu'on est dans un système de démocratie représentative. Le référendum, c'est encore une fois une arme qui s'enraye facilement et qu'il ne faut pas utiliser comme ça trop souvent. Donc je crois que ça mérite une longue réflexion. Très bien. Merci Claude Malhuret d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre. Et Tam Trani nous a retrouvés sur ce plateau. Bonsoir Tam, journaliste du Sénat, spécialiste des questions parlementaires. Alors on le voit, ce grand débat, et on en parlait hier, va bouleverser le calendrier parlementaire. On en a eu la confirmation hier, Tam. Et oui, c'est ce que nous ont expliqué le Premier ministre, Édouard Philippe, et puis le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, qui a été votre invité hier et qui a fait le distinguo entre les textes dont le cheminement peut se poursuivre indépendamment du grand débat et d'autre part ceux qui sont fortement impactés par le grand débat. On l'écoute hier justement sur ce plateau.
Il y a deux séries de textes. Alors on entendra Marc Fesneau un peu plus tard. Tam. Oui, effectivement, Marc Fesneau explique effectivement qu'il y a deux types de textes. Je le disais, certains peuvent poursuivre indépendamment du grand débat, et puis les autres, au contraire, sont fortement impactés. Et donc, ça va être le cas, par exemple, de la réforme institutionnelle, cette réforme qui porte sur le cumul des mandats dans le temps, la réduction du nombre de parlementaires ou encore le vote blanc. Impossible d'entamer le travail sans avoir les conclusions du grand débat. Et d'ailleurs, le gouvernement laisse toutes les voies ouvertes pour adopter ces mesures, qu'il s'agisse du référendum ou de la voie parlementaire. Et sur la partie constitutionnelle de la réforme d'un projet de loi, c'est pareil. Je rappelle que le texte s'est fracassé sur le début de l'affaire Benalla, au cœur de l'été dernier. L'examen était d'ailleurs alors en cours à l'Assemblée nationale. On prévoyait qu'il reprenne au mois de janvier, toujours à l'Assemblée. Eh bien, pour l'instant, pas de nouvelles. D'autres réformes vont donc devoir attendre la fin du grand débat. Oui, là, c'est le cas de la loi d'orientation sur les mobilités. Elle est reportée d'1 mois. Ce sont les mots hier du Premier ministre. Les sénateurs tablent, eux, plutôt sur entre mi-mars et fin mars pour l'examen au Sénat, mais ils restent très prudents. Tout ça dépend de l'issue du grand débat. On est encore au stade de la spéculation, m'a-t-on dit. Et puis hier, le Premier ministre a également confirmé le report du projet de loi sur l'organisation territoriale et les métropoles. Là, le texte n'est pas encore connu, il n'est même pas présenté en Conseil des ministres. Mais hier, l'exécutif a indiqué que certains textes vont poursuivre normalement leur chemin. Et oui, sur certains textes, on a déjà des dates. La loi Pacte sur les entreprises, l'examen est prévu le 29 janvier au Sénat. La réforme de la justice avec deux textes, la nouvelle lecture, elle est prévue le 12 février au Sénat. On sait également que la proposition de loi de Bruno Retailleau-Patron des LR ici au Sénat, la proposition de loi anti-casseurs, doit faire son retour à l'Assemblée nationale au mois de février. Et puis hier, le Premier ministre, il a listé beaucoup d'autres projets de loi. Statut de la Polynésie, école de la confiance, énergie, Alsace, santé ou encore fonction publique. Tout cela pour le premier trimestre, ce qui, paraît tout de même très serré au niveau des délais. Et puis, par ailleurs, c'est sujet à discussion, qu'aucun de ces sujets, de tous ces textes ne soit au menu des grands débats. Ce n'est pas du tout certain. Enfin, certaines réformes semblent repoussées pour bien longtemps. Oui, sur les retraites, le Premier ministre a déclaré hier que les consultations se poursuivent. Elles sont intenses, elles ont débuté il y a plus d'1 an. Sachez qu'elles vont durer. Pareil pour la réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux sont en pleine concertation, ils peuvent prendre tout leur temps. L'exécutif ne compte pas aborder ce sujet ou de sitôt. Merci beaucoup, Tam, pour vos explications. On continue les réactions dans Sénat 360 avec vous, Alexandre Poussard, avec Laurent Lafont, sénateur centriste du Val-de-Marne. Oui, Laurent Lafont, est-ce que c'est aux maires de prendre en main ce grand débat national ou est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement ? Ce grand débat, c'est le gouvernement qui l'a souhaité, c'est le président de la République qui l'a annoncé. Les maires n'ont pas à prendre position dans le cadre de ce grand débat. Ils peuvent ouvrir leur mairie et les salles municipales pour faire en sorte que les Français puissent s'y réunir et débattre, mais ce n'est pas à eux à intervenir dans un débat qu'ils n'ont pas souhaité. Et surtout, on débat sur quoi ? Sur un projet. Et c'est à la personne, à l'origine du projet, de venir défendre son projet. Si en l'occurrence, la question est de débattre sur les projets du gouvernement, c'est au gouvernement d'assumer ce débat. Ils doivent quand même, ces maires, être les relais d'organisateurs de ce débat ? Oui, bien sûr, parce que les mairies, les salles communales sont des salles qui appartiennent à tous. Donc il n'y a pas de raison, parce qu'un maire ne serait pas en accord avec le gouvernement, que le débat national souhaité par le président de la République n'ait pas lieu dans cette ville. Donc c'est normal d'ouvrir les mairies et les salles. En revanche, d'être l'animateur du débat, c'est tout autre chose, et ça, c'est pas le rôle du maire, puisque ce n'est pas eux qui ont souhaité ce débat, et ce ne sont pas eux qui sont à l'origine des questions posées. Donc finalement, vous comprenez la réaction de l'AMF qui se désolidarise de l'organisation de ce grand débat ? Oui, c'est une réaction normale. On est toujours sur la même configuration depuis le début de ce quinquennat, c'est-à-dire que le président de la République a pris une initiative, c'est son choix, c'est son droit, mais sans concerter au préalable l'association des maires, les maires de France, et puis qui à un moment se retourne vers les maires en disant maintenant participez. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que les ministres ont intérêt à aller sur le terrain pour se confronter à la colère de certains citoyens ?
C'est toute la question de ce débat. On ne sait pas en quoi consiste ce débat. Quand vous allez sur le site du gouvernement et que vous regardez les questions posées, ça part dans tous les sens. Comment isoler son logement, comment répondre aux questions des Français sur l'immigration, quel est le bon niveau des dépenses. On voit bien qu'on ne débat pas sur un projet, on essaye d'encadrer en fait un débat qui a déjà commencé depuis plusieurs semaines avec la crise des Gilets jaunes et dont on voit bien qu'il part dans tous les sens, qu'il est plus l'expression de crainte, de colère, d'angoisse. Et le gouvernement a essayé à travers ce débat d'essayer de structurer le débat et puis aussi, il faut bien le dire, de reprendre la main politiquement, de relégitimer son action. On verra si ça fonctionne comme ça. Alors, l'une des pistes du gouvernement, ce serait peut-être de faire un référendum à l'issue de ce débat, un référendum avec des questions multiples. Est-ce que vous êtes pour ? Tout dépend des questions qui seront posées, de ce que notamment donnera notamment institutionnel. Nous verrons de ce qui ressortira de ce débat. Est-ce que la forme référendaire est la bonne forme ? Je ne sais pas, on voit bien que tout ce qui tourne autour de ça, c'est comment redonner une légitimité au président de la République et au gouvernement. Il y a derrière une question démocratique qui est de fond. On voit bien que la crise des Gilets jaunes va laisser des traces beaucoup plus profondes qu'une simple crise sociale et fiscale. Il faudra que collectivement on réponde à cette reprise démocratique, comment la démocratie doit reprendre un chemin normal. Pour l'instant, le président de la République et le gouvernement nous disent nous allons essayer d'y répondre seul. Écoutez, nous attendons leur réponse. Et c'est aussi le travail du Parlement qui est complètement bouleversé, les réformes sont reportées, et finalement le travail de la fabrique de la loi est paralysé. Oui, la France est paralysée. Normalement, dans un bon système démocratique, un débat national, ça a lieu avant les élections. Et les élections viennent clôturer le débat national. Malheureusement, ce débat national n'a pas eu lieu au moment des élections présidentielles. Et résultat, on le fait de manière très inorganisée, un peu subie plus que organisée, au moment où normalement on est dans l'action. Et c'est tout le problème de ce quinquennat, c'est-à-dire que là où la période où les décisions devaient se prendre et se mettre en œuvre, non, on débat, on relance un débat qui aurait dû avoir lieu 2 ans plus tôt. Très bien. Merci Laurent Lafont d'avoir répondu à mes questions. À vous, Alexandre. Alors, comment faire pour que le grand débat connaisse le succès attendu par le gouvernement ? Les maires auront-ils la capacité d'organiser les échanges et la restitution des propositions ? On en parle tout de suite avec mes invités dans notre débat. Alors, on va tout de suite ouvrir ce débat avec mes invités. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice rattachée au groupe communiste du Sénat, ancienne ministre du Logement, sénatrice de Paris. Merci d'être avec nous. Michel Amiel est également sur ce plateau. Bonsoir. Sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône. J'accueille également Mohamed Niabali. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire sans étiquette de l'île Saint-Denis et vice-président de l'association des maires de France. John Billiard, bonsoir, est également avec nous. Vous êtes le président, vous vice-président de l'association des maires ruraux de France et puis président de l'association des maires ruraux d'Eure-et-Loire. Bienvenue à vous. Première question pour vous, Marie-Noëlle Lienemann, puisqu'on voit ce casse-tête pour l'exécutif après le départ de Chantal Joanneau. Il faut désormais garantir la pérennité, la tenue de ce débat. Est-ce que vous y croyez toujours, vous ? D'abord, j'ai toujours eu un doute, non pas sur l'intérêt de débat dans notre société, ça devrait être... On a besoin d'une société qui est en permanence en débat pour justement nourrir les positions des uns et des autres. D'ailleurs, de ce point de vue, on dit beaucoup de mal des Suisses et de leur fameux référendum, mais vous savez qu'en Suisse, il y a des dates référendaires et même l'exécutif met en débat dans la société suisse des débats après arbitrés par référendum. Donc le débat, c'est bien. Le seul problème, là, c'est qu'il y a quand même une grande ambiguïté et sur l'aboutissement de ce débat. C'est-à-dire c'est un débat pour débattre ou c'est un débat pour aboutir à des décisions. Je crois que les Français attendent des changements, des décisions. Et qui va arbitrer ces décisions ? Et qui va faire la synthèse du débat ? Parce que quand même, on n'est pas dupes, on a une certaine habitude démocratique. Parler, c'est bien. Qui va faire la synthèse ? Et qu'est-ce que ça va amener comme décision ? On est aujourd'hui dans le cafouillage le plus complet. Après, le deuxième sujet qui est de dire, écoutez, les maires, mouillez votre chemise pour l'intérêt de la République. Sauf que je crois qu'ils veulent bien mouiller leur chemise, mais pas être, disons, les exécuteurs ou les exécutants de choix. On a des représentants ici d'associations d'élus locaux. Mohamed Niabali, justement, est-ce que les maires sont prêts à jouer le jeu ? On a entendu, c'est la position désormais officielle de l'AMF qui se désolidarise de ce grand débat national.
national. Alors totalement, l'Association des maires de France se désolidarise de ce débat, mais pour être beaucoup plus précis, l'Association des maires de France, et je pense que mon collègue de l'Association des maires ruraux remonte le fait que la démarche a été lancée par les maires bien avant l'annonce du président. Donc début décembre, l'Association des maires ruraux et plusieurs maires de quartiers populaires, exemple à l'île Saint-Denis, ont mis en place des cahiers de doléances, exemple chez nous d'alternatives et de propositions, avec pour volonté de centraliser l'expression et recenser les besoins de nos populations pour pouvoir les remettre au gouvernement et au président. On a perçu l'annonce du président comme un cheveu sur la soupe, d'autant plus qu'en tant que vice-président de l'Association des maires de France, on a été dans une démarche de l'inviter au 101e congrès des maires de France, en lui expliquant que ce congrès, c'est permettre au gouvernement et au président d'avoir la remontée du terrain. Il paye son absence, sa non-venue à ce congrès aujourd'hui. C'est pour ça que l'AMF ne veut pas faciliter, avoir ce rôle de facilitateur pour l'organisation de ce débat? Non, du tout. Je prends l'exemple de l'île Saint-Denis. On a mis en place les cahiers de doléances. Moi, je serais... Mais vous n'irez pas au-delà, c'est ce que vous voilà, dites. je serais très heureux que le président vienne dans ma ville et vienne sur le terrain de la Seine-Saint-Denis. J'ai aucun sujet là-dessus. Mais ce que nous disons, c'est que nous, maires, on refuse d'être associés à la démarche du gouvernement actuel pour deux raisons. La première, c'est d'éviter d'être amalgamé par la politique gouvernementale. Aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes et la plupart des habitants sont en colère contre les réformes du gouvernement. Certes, il y a un mécanisme plus profond et je pense que les maires n'ont pas forcément des réponses concrètes à apporter à la population sur des questions de pouvoir d'achat, etc., etc. Et le second sujet, comme tu l'as dit précédemment, c'est pour quel résultat ? On va y venir si vous voulez bien, on va faire réagir également John Billard. Vous partagez cette analyse? Quelle est la position de l'Association des maires ruraux de France? La position, je partage le fait que c'est parti de l'initiative de notre association avec les cahiers de doléances. Moi, je voudrais juste qu'on replace le débat là où il est par rapport à ça. En parlant de débat justement, c'est qu'il n'est pas demandé aux maires de faire des débats, d'organiser des débats citoyens. C'est ce que réclame François Bayrou, on l'a entendu justement dans le reportage de Jérôme Rabier. Après le départ de Chantal Joanneau, il trouve que ça serait justement aux maires d'avoir ce rôle. De notre point de vue, nous, on n'impose rien à aucun maire. C'est-à-dire que chaque maire est légitime et c'est lui qui décidera de ce qu'il fera. Donc là où je voudrais recadrer, c'est que l'idée, c'est que si des concitoyens, qu'ils soient gilets jaunes ou qu'ils ne soient pas gilets jaunes, puissent faire un débat. Et nous, on est là pour les accompagner dans l'organisation, c'est-à-dire de mettre à disposition la salle polyvalente. Éventuellement, s'il faut faire une communication, on peut communiquer, mais ce n'est pas les maires ruraux, les maires en général, en tout cas ruraux, qui vont organiser. S'ils veulent le faire, s'ils veulent eux-mêmes organiser un débat, c'est leur choix. On est sur la libre administration des communes, c'est quelque chose d'important. Donc chacun fait ça. Ce que je veux rajouter, c'est que c'est une formidable opportunité de laisser s'exprimer de façon, on va dire, organisée aussi les concitoyens. Là où ils se sont exprimés de façon individuelle dans les cahiers de doléances, ils vont pouvoir le faire maintenant de façon collective. Et ce n'est pas la même chose quand on s'exprime de façon collective et quand on s'exprime de façon individuelle. Et donc, c'est ça le travail. Après, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, le contenu, ce qui va être transmis, c'est le choix politique du président de la République et de son gouvernement. Il a une lourde responsabilité à l'issue du résultat de ces débats. C'est à lui de les prendre et c'est lui de faire les choix. Nous, on n'est pas là pour faire des choix. C'est-à-dire qu'on est là pour faire remonter. On est les représentants au plus près de nos concitoyens. Et vous acceptez de jouer ce rôle au sein de l'association? En tout cas, personnellement, et un certain nombre de mes collègues, oui. Michel Amiel, c'est mal parti ce débat. On voit ça tourne au casse-tête pour l'exécutif et notamment depuis le départ de Chantal Joanneau. Oui, c'est un vrai casse-tête. Je ne suis pas forcément là pour assurer le service après-vente, donc je parle tout à fait librement. Je rappelle qu'en tant que sénateur, nous sommes les élus des élus. J'ai été moi-même maire pendant 17 ans. Donc, je veux dire, ce terrain, je crois qu'on peut dire que nous en avons la sensibilité, la truffe, tiens, si je peux employer une expression triviale. Alors, les cahiers de doléances. Je vais vous raconter une anecdote. Dans la ville dont j'ai été maire, on a mis un cahier de doléances. Et la première doléance, je veux une place pour mon enfant en crèche.
Ce qui est une bonne c'est une revendication. anecdote, mais sans l'être en même temps. Les gens ont Cette question du besoin... service public fera partie Alors justement, des thèmes les du gens ont débat. besoin qu'on s'occupe de leur quotidien. Les maires sont les mieux placés, sont mieux placés que quiconque pour le faire. Après, il faudra une cohérence. Vous avez évoqué les services publics à travers l'anecdote que j'ai citée, effectivement. En même temps, plus de services publics et moins de dépenses publiques, c'est quand même un petit peu difficile. Tout ce qu'on a pu entendre dans les doléances des Gilets jaunes sont parfois en contradiction. Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement homogène, je crois qu'on est tous d'accord pour le dire raisonnablement. Mais une chose est certaine, et en ce qui me concerne, c'est la partie qui m'intéresse le plus dans les revendications des Gilets jaunes, c'est les revendications de fin du mois. Tout simplement, tous ces gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui attendent beaucoup du gouvernement. Non, il n'y a pas que ça, mais puis une demande, allez, que je vais qualifier d'existentielle, de participer. Je ne vous cache pas que, du moins à titre personnel, je suis plus démocratie représentative que participative. Et si je devais faire un choix par rapport à ce qui se fait dans ce que nous connaissons, plus proche de l'Italie que de la Suisse. Voilà un petit peu mon point de vue. C'est vrai que c'est intéressant ce débat entre démocratie directe et démocratie Je crois qu'il y a d'abord représentative. plusieurs attentes, plusieurs formes de malaise et plusieurs attentes qui s'expriment. Il y a une attente, moi j'allais dire globalement républicaine, d'abord de terminer ces fins de mois d'égalité sociale, de justice sociale, et de pouvoir vivre dignement de son travail et vivre dignement globalement. Il y a quand même, et ça les maires ruraux l'ont souvent souligné à juste titre, d'égalité par rapport au service public et d'égalité territoriale. On ne peut pas nier que la fracture territoriale est un enjeu considérable pour la France aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même... Et la présence des services publics. Et vous avez raison de dire que la fracture territoriale, bien sûr, les maires ruraux l'expriment, mais on sait aussi que dans certains quartiers de nos grandes villes, ou même des banlieues toutes proches, on a des phénomènes du même ordre. Donc ça, je dirais, c'est la refondation des valeurs républicaines au quotidien pour les gens. Et puis, il y a quand même plus fortement, alors on pourra dire que c'est la Ve République, mais il y a aussi des crises ailleurs, il faut aussi être assez objectif, c'est que notre système économico-politique a amené quand même à ce que toute une partie de la population considère qu'elle n'était ni entendue, ni écoutée, ni prise en compte, ni partie prenante. Mais même ce qu'on entend quand on est maire, oui, de toute façon, vous avez déjà décidé. On met 3 heures à leur dire, mais non, on peut très bien abandonner un projet si vous considérez qu'il n'est vraiment pas bien, etc. Mais au niveau national, dans les grands choix, et qui sont par ailleurs beaucoup européens, mondialisation, nationale, les gens ont le sentiment d'être dépossédés de leur pouvoir de citoyen et de leur existence comme citoyen et comme existence sociale. Et ça, c'est une crise plus profonde qui suppose qu'on invente des formes démocratiques, parce que par ailleurs, quand vous entendez les Gilets jaunes, alors bien sûr, il y a toujours partout des gens plus ou moins énervés, excités, etc. Mais quand même, c'est des gens qui s'expriment assez clairement. Alors, pas toujours avec les idées que je voudrais développer, mais ils s'expriment clairement. Il y a une évaluation du niveau culturel. Les gens ont envie qu'on articule de manière différente. La démocratie représentative, je crois quand même ils sont tous lucides pour la grande majorité d'entre eux, qu'on ne va pas faire que des assemblées générales permanentes pour décider, mais qu'en même temps, il y a des moments de respiration, des capacités au peuple de pouvoir à certains moments se faire entendre par des voix, pas que participatives, de démocratie directe. Oui. C'est pas que la participation, parce que la participation, vous en faites sans doute, pour que les autres interlocuteurs puissent s'exprimer. C'est ce que vous ressentez aussi au niveau des doléances, John Billard, sur le terrain? Les doléances de tout ce qu'on a récupéré, on voit bien qu'effectivement, il y a un problème de pouvoir d'achat, mais il y a un pouvoir donc, effectivement, de démocratie. Je dirais peut-être aussi qu'il faut que l'on explique ou qu'on rappelle comment fonctionne notre démocratie, les différents échelons, parce que c'est vrai que c'est complexe. Et je pense qu'on a un rôle chacun à jouer. Quand je dis chacun, c'est à la fois les maires, mais aussi les conseillers départementaux, y compris les conseillers régionaux, pour expliquer comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est extrêmement complexe, parce qu'aujourd'hui, il y a un système qui fonctionne. Maintenant, il faut avec aussi... de la défiance, de la perte de confiance aussi, oui, de mais la part des citoyens. Pourquoi les maires sont généralement, entre guillemets, préférés des Français? C'est qu'ils sont plus en proximité, et ce qu'ils font est beaucoup plus tangible. Bon, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être une réflexion à avoir pour réexpliquer quel est le rôle de chacun. On disait, ça va être un peu direct ce que je vais dire, mais à un moment donné aussi, quand on a des organisations, qu'elles soient locales ou nationales, où c'est les barons
on les appelle comme ça, qui gèrent le pays, au bout d'un moment, on a l'impression que c'est toujours les mêmes et qu'on décide pour nous. Donc ce que demande le peuple en général, parce que moi je ne veux pas dire que Gilets jaunes, parce que c'est de façon générale, les Gilets jaunes c'est un mouvement qui a déclenché, mais il y a d'autres personnes qui s'expriment. Et quand on voit les témoignages qu'on a dans les doléances, on voit bien qu'il y a plein d'autres personnes qui s'expriment. C'est bien à un moment donné, ce que vous avez dit, c'est qu'ils veulent être acteurs, ils veulent participer. La société aussi a changé sur la notion de participatif et on doit être ouvert à ça. Il y a la question de la démocratie que vous avez bien traitée, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Je reviendrai sur quelque chose que vous avez dit tous les deux sur la question de la considération. Les gens veulent être considérés, veulent exister et pas être, se sentir invisibles. Voilà. Et moi, je vais même plus loin que ça. Il y a plusieurs colères qui remontent, mais il y a aussi la colère des maires. C'est le même sujet. Mais je prends le cas de la Seine-Saint-Denis. On a plusieurs exemples concrets qui sont violents pour nous. Là, le dernier sujet, c'est un grand Paris Express qui va traverser la Seine-Saint-Denis, mais qui ne s'arrêtera pas en Seine-Saint-Denis. C'est juste surréaliste pour nos populations. Et exemple actuel par rapport à ce que tu dis actuellement sur nos quêtes de doléances, effectivement, il y a énormément de choses du local au national et qu'il faut détricoter tout ça. Moi, ce que j'ai tendance à dire, en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, les difficultés que nous avons, c'est qu'on a de moins en moins de services publics et donc de représentation de l'État. Voilà. Nous, maires, on est face à la population, on doit apporter des réponses. Le dernier rapport parlementaire qui dénonce la rupture d'égalité en Seine-Saint-Denis est plutôt clair sur le sujet. Et plusieurs maires de Seine-Saint-Denis, dont je fais partie, ont décidé de porter une action en justice pour rupture d'égalité sur les questions de l'éducation, de la justice, etc. Mais c'est des débats qui peuvent se développer autour du logement, etc., etc. Est-ce que ça peut apporter une réponse concrète à ces difficultés, ce grand débat national? Il y a un risque aussi que les citoyens soient très déçus, Michel Amiel. Oui, franchement, j'en suis pas du tout persuadé. Au-delà de ce qui vient d'être dit, moi je crains quand même qu'il y ait aussi une espèce de vague de fond populaire, c'est vrai, contre la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a un ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps, Le peuple contre la démocratie, mais c'est ça. Et en particulier, on l'a connu dans l'histoire de France et ailleurs, il y a une montée d'un anti-parlementarisme qui, quelque part, à titre personnel, moi, m'inquiète. La démocratie directe où chacun dit ce qu'il veut, bon, très bien. Je ne suis pas persuadé que ça peut déboucher sur quelque chose de concret pour répondre clairement à votre question. En revanche, la mise en question de la démocratie si représentative telle qu'elle est, et telle que la Ve République a quand même consolidé nos institutions, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète et que l'on a connu dans d'autres pays européens et ailleurs et qui pourrait quand même bien arriver à la France. Il faut être lucide à un moment donné. Oui, alors bon, je vois bien la montée de l'antiparlementarisme, on est tous d'accord là-dessus pour l'observer. Mais quand il y a le peuple qui est contre la démocratie, mais il y a des fois la démocratie qui finit par être contre le peuple, ou en tout cas sans le peuple. Et là, c'est bien la difficulté que nous avons. Ce sentiment d'être impuissant à régler les problèmes des gens. Et quand on le voit bien dans le discours politique, le nombre de fois on dit on ne peut pas, l'Europe ne veut pas que... Après, on ne peut pas parce que c'est la mondialisation, il faut être compétitif. On ne peut pas parce que l'équilibre budgétaire, on ne peut rien. Et puis au bout d'un moment, si on ne peut rien, les gens cherchent une autre façon de pouvoir faire que leur intérêt, leur vision soient prises en compte. Donc moi, je crois personnellement que dans l'histoire de France, on n'est jamais sorti de crise sociale, disons, d'identité collective, de projet collectif, sans qu'on fasse une étape de nos institutions et de notre démocratie. Vous n'oublierez jamais que la République, pendant 3 fois de suite au jeu de paume, ils ont voté contre le passage de la monarchie constitutionnelle à la République. Quand est-ce qu'ils sont passés? C'est quand Condorcet, quand il y avait plein d'émeutes pour du pain à Paris, on a dit, on ne peut pas leur donner du pain tout de suite, on va leur donner la République. Je caricature un peu, mais c'est ça. Donc il y a un moment où on ne peut pas dissocier la question de l'égalité républicaine, de la manière dont notre pacte collectif et nos valeurs se déclinent et comment la justice sociale reprend pied, sans trouver des formes démocratiques qui vont permettre au peuple de se faire entendre. Pour autant, mais là, c'est là qu'il faut mettre un débat politique au sens noble du terme. La démocratie représentative, c'est pas simplement un modus operandi efficace. C'est que dans la démocratie, il y a des socles de valeurs
qui doivent être inscrits dans la durée et il y a la prise en compte des problèmes immédiats ou à court terme ou moyen terme qui doivent être arbitrés par le peuple. Par exemple, moi je suis pour le référendum d'initiative populaire. Depuis on va venir longtemps. sur les thèmes si vous voulez, Marine Wallin. Je vous savez, considère c'est que par le principe exemple, de cette voilà, émission. pardon, faut qu'on échange. Oui, et surtout on va retrouver Alexandre Poussard, toujours depuis la salle des conférences, avec votre collègue sénatrice LR des Yvelines, Marta de Cidrac. C'est à vous, Alexandre. Marta de Cidrac, est-ce que les maires doivent prendre en main ce grand débat national ou est-ce que c'est la responsabilité de l'État ? C'est très clairement la responsabilité de l'exécutif, avant tout, et de l'État, bien évidemment, puisque c'est malgré tout sur leurs propositions, à un moment donné, que ce grand débat national s'est installé. Enfin, en tout cas, dans l'esprit et dans les échanges. Donc moi, je crois que les maires ne doivent pas être sollicités plus qu'ils ne le sont au quotidien. Ils le sont tous les jours. Il y a beaucoup de remontées de terrain depuis des semaines, depuis des mois, voire depuis quelques temps, voire ça peut se calculer même en années. L'exécutif n'a pas toujours entendu la voix des territoires. Ça arrive de façon un petit peu brutale aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas, il faut épargner nos élus locaux qui sont sur le terrain tous les jours et qui remontent depuis des années ce genre de mécontentement que l'on voit. Et on voit que ça tourne essentiellement autour du pouvoir d'achat. Alors, les ministres essaient d'aller directement sur le terrain. On voit qu'ils sont pris à partie par des gilets jaunes en colère. Finalement, est-ce que les maires ne peuvent pas apaiser, faire le rôle de médiateur dans ce débat ? Ils le font. Ils le font plutôt bien, puisque vous savez bien qu'ils sont très engagés sur le terrain. Beaucoup d'entre eux ont ouvert des cahiers de doléances pour justement faire passer le message que leur voix sera portée. Après, quelle suite sera donnée à tous ces messages qui seront envoyés, nous verrons bien. Nous allons le suivre avec vous tous collectivement, puisque nous sommes tous concernés aujourd'hui par ce qui se passe. Il ne faut pas que nous feignions ou que nous fassions semblant d'entendre et d'écouter sans pour autant que cela soit suivi des faits. Mais je reviens sur votre première question. Les maires sont là pour effectivement entendre leurs propres concitoyens, mais il ne faut pas les mettre au milieu de ce débat, de ce grand débat national qui est pour moi de la responsabilité de l'exécutif. Alors, ce débat va commencer dans 5 jours. Il y a un flou sur l'organisation, les modalités de ce débat. Qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous de la gestion du gouvernement ? Alors écoutez, au moment où nous nous parlons et au moment où nous échangeons, je trouve que ça ne prend pas un très bon chemin avec Madame Joanneau, donc, qui s'est retirée de ce grand débat alors que par définition les CNDB est là pour cela. Donc je pense que les messages qui sont envoyés ne sont pas très encourageants. Je veux croire que cela va se mettre en place le plus sereinement possible dans ces prochains jours. On n'a pas beaucoup de temps et que tous les sujets pourront être abordés et que l'on n'exclura pas un certain nombre de sujets qui, je pense, aujourd'hui risque d'être mis un petit peu de côté par l'exécutif. Et au terme de ce débat, est-ce que vous êtes pour un référendum avec des questions multiples ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Au moment où je vous parle, je n'ai pas forcément tranché précisément là-dessus. Attendons de voir déjà comment va s'amorcer ce grand débat national, de quel ordre vont être les échanges, de quel ordre vont être peut-être les quelques prémices de réponse que l'on pourrait avoir. Et à partir de là, peut-être faut-il aller effectivement vers un référendum. Pourquoi pas ? Très bien. Merci beaucoup, Marta de Cidrac, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre. Mohamed Diabani, on voit qu'Emmanuel Macron reste convaincu que la libération de cette parole citoyenne, ça va lui permettre de renouer avec le souffle, le succès de sa campagne. Est-ce qu'il se trompe dans son analyse, le chef de l'État ? Moi, je vois plusieurs difficultés. La volonté de faire ce grand débat national, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Que le président et l'exécutif, certes, souhaitent aller sur le terrain, avoir le retour du terrain, c'est plutôt une bonne chose. En tant que maire, on sait une chose, quand on va concerter, il faut mettre des règles à la concertation, expliquer pourquoi on concerte et c'est pourquoi faire. La difficulté qu'on a dans ce débat national, c'est on a lancé une concertation, et ensuite, on discute de la méthode. Donc, il y a deux choses qui me frappent actuellement dans la méthode utilisée. Je prends le témoignage qu'on vient d'avoir. Les maires et l'Association des maires de France ont appris à la télévision que le président demandait aux maires de participer à ce débat. Donc, je pense que pour pouvoir faire un débat avec des résultats pour la population, il y a une question de concerter déjà avec tous nos relais sociaux et nos institutions pour permettre d'être efficaces. On sait que les associations d'élus seront reçues à Matignon lundi. Il y a des kits qui vont être distribués, notamment par la ministre Jacqueline Gourault, pour expliquer justement comment on doit se faire cette consultation. On en connaît d'ailleurs, John Biller, la finalité. C'est quand même clair pour l'exécutif. Il s'agit de répondre aux attentes des Français et les associer plus directement justement à l'élaboration des politiques publiques. Ça peut fonctionner, ça ? Ça peut redonner du souffle à Emmanuel Macron ? Alors,
Moi, je ne parierai pas sur le sujet parce que d'abord, c'est pas à moi de dire quelle est sa stratégie, parce que derrière ça, parce que si effectivement sa stratégie c'est juste reprendre de la notoriété, je pense que ça serait grave, parce que pour le coup, l'enjeu, comme je disais tout à l'heure, l'enjeu il est quand même énorme. Non, je veux juste rebondir par rapport au fait que les maires, c'est pas leur rôle. Moi, je trouve que c'est justement mettre à l'honneur le rôle du maire que d'organiser un débat au sein de sa population. Il est là pour le représenter. Depuis quelques années, l'Association des maires ruraux, on a fait remonter déjà plusieurs fois ce que l'on pressentait. On n'a pas été entendu, donc dont acte. Comme on n'a pas été entendu, maintenant on le fait directement avec le peuple. Et on n'a jamais autant remis la place du maire au centre de son village et de son rôle qu'il peut avoir pour la République. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce que là où certains disaient qu'il y en avait trop, on s'aperçoit que quand il faut être en proximité avec la population, pour l'écouter et faire remonter, je crois qu'on n'a jamais eu une aussi belle occasion. Maintenant, je répète encore une fois, on n'est pas là, enfin, c'est le gouvernement, enfin le président et le gouvernement qui doivent en faire quelque chose, mais pas nous. Mais surtout, vous savez, la difficulté, c'est surtout que, comme vous le disiez tout à l'heure, les doléances s'opposent. Tout le monde n'avait pas forcément. C'est le principe du débat. Le débat, il fonctionne quand on arrivera à une synthèse du débat, du dit débat qui aura été fait sur différents thèmes. Et ensuite, il va s'opposer à d'autres. Donc, c'est toute une question d'arbitrage. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la politique, c'est un arbitrage politique. Est-ce qu'il va convenir à tout le monde ? Ça, j'en doute. Mais ceci dit, il doit convenir à le plus grand dénominateur commun, comme on dit. Michel Amiel, qui va se charger de faire ces synthèses, cette restitution ? On le disait, elle aura forcément une couleur politique. Pour qu'il y ait synthèse, il faut déjà qu'il y ait une remontée du terrain. Alors, je crois que les maires peuvent jouer ce rôle. Mais vous savez, les maires, ils le jouent, enfin, je pense pour la plupart, tout le temps. Je sais que pendant les 17 années où j'ai été maire, chaque fois qu'il y avait un projet un tant soit peu important sur la commune, un lotissement, des logements sociaux, je faisais systématiquement une réunion publique sur le sujet et j'étais, pour reprendre l'expression de notre président Gérard Larcher, à portée d'une engueulade. Parce que qu'est-ce qu'on se fait engueuler quand on est maire ? Et quelque part, c'est bien comme ça, parce que ça traduit cette proximité, ça traduit... Après, que voulez-vous ? Le résultat, c'est le résultat des urnes. La satisfaction que l'on a pu apporter à notre population, elle va se traduire dans les urnes si les gens sont satisfaits de la façon dont les choses ont été conduites. Donc, incontestablement, les maires sont bien placés pour porter le débat au sens large du mot. Alors, est-ce que dans le cas de ces tiers de confiance, le chef de l'État, il les a plutôt malmenés jusqu'à présent, Michel Amiel. Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, paradoxalement, si on rentre un peu dans les détails, les baisses des dotations, elles se sont produites les 3 années précédentes. La première année, l'arrivée de Macron au pouvoir, la dotation n'a pas baissé. Mais on a l'impression qu'il y a une espèce de dynamique qui était partie et qu'il fallait bien que quelqu'un prenne. Alors après qu'il ait pu y avoir des maladresses de forme reconnues par lui-même, d'ailleurs, incontestablement. Il y a, de la part des gens, il ne faut pas avoir peur d'employer le mot, une colère qui était à l'état latent et qui tout à coup a explosé. Et on a le sentiment parfois que, quoi qu'on fasse, elle ne va pas s'éteindre facilement. Ça paraît compliqué, notamment quand on voit les déplacements, Marie-Noëlle Lienemann, des ministres sur le terrain, ils se font chahuter. On sait qu'Emmanuel Macron a prévu de se rendre en Normandie dans l'Eure la semaine prochaine pour le lancement de ce grand débat. Est-ce qu'il peut encore inverser la tendance, le chef de l'État ? J'en sais rien, moi, c'est son problème, pour être franche. Et pas le mien. C'est le nôtre aussi, quand même. Quand même. Moi, je voudrais d'abord dire quand même une chose sur le rôle des maires. Dieu sait que j'ai été maire, je trouve que c'est un mandat extrêmement important et qu'en effet, c'est celui de la confiance première du citoyen. Mais on vous parlait d'antiparlementarisme. Je m'excuse, mais les maires sont, entre guillemets, compétents, pas seulement pour faire remonter toutes les aspirations de leurs concitoyens. C'est de leur territoire, de la manière dont vit le territoire, leur action en tant que municipalité, inscrite dans un territoire plus large, etc. Mais c'est le parlementaire qui, normalement, représente le peuple dans les choix nationaux. Et alors là, ils sont nulle part dans le débat. Or, si on veut relégitimer... Ils auront peut-être un rôle au moment de la traduction législative de ces propositions. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit eux qui soient les... Parce qu'en plus, il y a des désaccords entre parlementaires. C'est d'ailleurs la noblesse de la démocratie, de la politique. Mais j'observe que dans ce grand débat, on tend à vouloir... Et je ne veux absolument pas évincer la capacité d'organiser des débats locaux. Tout ça est très important parce que c'est l'endroit où les gens s'expriment le plus simplement et le plus facilement. Mais il y a quand même... On dit qu'on a une crise des corps intermédiaires. Je n'ai pas encore compris dans le débat à quel moment ils vont être en situation d'être
pris en compte, entendu, confronté, mis dans la dynamique du grand débat. Et il faudra bien qu'à un moment ou un autre, je ne dis pas pour arbitrer à la place des autres ou de faire taire le peuple pour mettre les notables et les élus. Il faudra effectivement qu'il y ait une consultation de ces partenaires sociaux pour la réussite je pense aux syndicats, je pense à plein de gens comme ça. Donc je crois que j'espère que le président de la République, dans son dispositif, va parler de tous ces corps intermédiaires. Très rapidement. Un mot qu'on n'a pas entendu, c'est l'incarnation du pouvoir. Nous, Marie-Noël, on a des heures de vol. On nous aime ou on nous aime pas. Non, mais je dis ça en toute sympathie, voyons. Mais je veux dire, on a incarné pendant des années des territoires, on est reconnu. Vous êtes maire, même chose. C'est vrai que la façon dont les choses se sont produites, y compris les élections législatives, on a vu apparaître toute une classe politique, il faut le dire, c'est la réalité, qui n'avait pas ce métier-là. En même temps, il fallait que ça se renouvelle, il faut être honnête. Mais c'est pas... C'est toi qui es on aura l'occasion d'en reparler, puisque la consultation reprend la semaine prochaine. On n'a plus de temps aujourd'hui. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Et dans ce contexte, on a appris par Christophe Castaner, lors de ses vœux aux forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il y avait une explosion du nombre d'actes de vandalisme sur les radars. Près de 60% d'entre eux ont été dégradés. Écoutez le ministre de l'Intérieur. De 60% des radars aujourd'hui ont été neutralisés, attaqués, détruits par celles et ceux qui se revendiquent de ce mouvement-là. On voit bien, on l'a vu samedi dernier encore, et on voit dans les appels que l'on connaît à l'instant présent cette volonté de recommencer une nouvelle fois samedi. Nos forces de sécurité seront mobilisées, totalement mobilisées. Et je suis serein parce que je sais qu'elles savent toujours faire face. Ça n'empêche pas la violence, mais elles savent répondre de façon proportionnelle, elles savent maîtriser les situations, et au fil des samedis, évidemment, nous avons la maîtrise du terrain. Dans le reste de l'actualité, le tribunal correctionnel de Lyon rendra sa décision le 7 mars dans le cadre du procès du cardinal Barbarin. Un procès qui a mis en lumière la question sensible de la pédophilie dans l'Église catholique. Au Sénat, une mission d'information sur les violences sexuelles sur mineurs a vu le jour. Adrien Develay. Prévenir le passage à l'acte et ouvrir la parole. Au Sénat, la mission d'information sur les politiques publiques de prévention des infractions sexuelles sur mineurs poursuit ses travaux. 28 sénateurs et sénatrices auditionnent des professionnels de la santé, de l'éducation et de la justice. Il y a tout un travail à faire en amont. Il y a un travail d'éducation dans la famille, d'éducation publique, de la prévention, de la formation qui va des policiers jusqu'aux enseignants, en passant par les professeurs d'université, les médecins pour qu'ils avertissent dès qu'ils ont un doute. Le champ d'étude de la mission concerne tous les secteurs où des adultes sont en contact régulier avec des enfants, éducation nationale, activités sportives, centres de loisirs, mais aussi organisations religieuses. À l'origine, les sénateurs socialistes avaient demandé une commission d'enquête sur la pédophilie au sein de l'Église catholique, un champ d'enquête bien spécifique après plusieurs scandales. Mais la commission des lois du Sénat a préféré élargir le sujet et en faire une mission d'information bien moins contraignante. Ces travaux du Sénat interviennent en plein procès du cardinal Barbarin, accusé d'avoir couvert les agressions sexuelles sur mineurs d'un prêtre du diocèse de Lyon. Et on retrouve Alexandre Poussard avec la sénatrice socialiste de l'Oise, Laurence Rossignol. Laurence Rossignol, le procès du cardinal Barbarin s'est donc déroulé cette semaine. Le cardinal a avoué qu'il ne comprenait pas en quoi il était fautif dans cette affaire. Qu'en pensez-vous? Il n'a pas avoué d'ailleurs. Il s'est défendu en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il était fautif. Écoutez, moi, mes pensées vont d'abord aux victimes qui étaient présentes au procès, dont il ne faut jamais oublier le courage de l'action judiciaire, le courage de la parole libérée, le courage qu'il faut pour aller témoigner et briser un mur du silence, une chape de plomb qui pèse sur l'institution et sur les enfants depuis tellement longtemps. Le cardinal Barbarin aurait été mieux inspiré de dire qu'il comprenait ce qui lui était reproché. Ça n'aurait rien changé d'ailleurs du point de vue de la justice et des poursuites auxquelles il était confronté et du réquisitoire de la procureure. Je pense que les victimes doivent être frustrées, peut-être même en colère, et qu'elles n'ont pas entendu dans ce procès les mots qu'elles attendaient. Et justement, le procureur n'a pas requis de condamnation du cardinal. Cela vous étonne ?
Oui et non. Non, parce que la procureure a fondé juridiquement son absence de réquisition de condamnation. Non, ça ne m'étonne pas parce que je trouve que quand même on est tous bien empêtrés quand il s'agit de juger des fautes d'ecclésiastes, comme c'est le cas aujourd'hui. Je ne vais pas commenter les réquisitions du procureur, mais quand même, je trouve que l'argument de l'absence d'intentionnalité de la part du cardinal Barbarin dans la non-dénonciation me paraît à peine recevable quand même, parce que quand on ne dit pas quelque chose, on dissimule à la justice. L'intention est bien de se tenir à l'écart, d'échapper ou de faire échapper quelqu'un à la justice. Et c'est aussi la prescription qui a un peu fait tomber les poursuites. Est-ce qu'il faut encore faire une nouvelle loi pour allonger ces prescriptions? Écoutez, on a eu un long débat depuis 2 ans sur le délai de prescription. La prescription pour les viols sur mineurs a été allongée de 10 ans. Donc aujourd'hui, elle va jusqu'à l'âge de 48 ans. C'est 30 ans à partir de l'âge de la majorité. Le débat a aussi eu lieu sur l'imprescriptibilité. Je pense que ce débat reviendra. Là, on a décidé de ce qui était au niveau de maturité de la représentation nationale, c'est-à-dire 10 ans de plus. Mais le débat reviendra sur l'imprescriptibilité. Ce que je voulais dire peut-être à propos de ce procès qui se tient à Lyon, c'est que j'en tire la confirmation que nous avions eu raison de demander une commission d'enquête parlementaire sur les crimes pédophiles commis au sein de l'Église catholique et l'absence de mesures qui auraient été prises à l'époque pour protéger les victimes et empêcher la réitération des faits. Et quand on a proposé la commission d'enquête, on nous a dit oui, mais il y a déjà la justice qui va faire son œuvre. Eh bien non, la justice, justement, à cause des délais de prescription, à cause de ce qu'est le droit pénal, ne peut pas totalement faire l'œuvre qu'attendent les victimes. Et ce que nous voulions chercher dans une commission d'enquête, c'était tout autre chose. On voulait comprendre quels étaient les mécanismes de protection, la manière dont l'institution s'était elle-même repliée, mise à l'abri des investigations, cette façon dont, en fin de compte, ça a été pas de vague. Les consignes du Vatican, c'était pas de vague, pas de scandale public, que l'institution ne soit pas entachée. Et c'est de tout cela dont nous aurions parlé à la commission d'enquête. Je regrette vivement que la droite sénatoriale n'ait pas voulu de cette commission d'enquête et, d'un certain point de vue, protéger la loi du silence qui a prévalu jusqu'à longtemps dans l'Église catholique. Très bien. Et au final, on rappelle que c'est une mission d'information sur l'accueil des enfants dans les structures. Ah oui, une mission d'information. Une mission d'information, il y a une grande différence. La première, c'est que les personnes auditionnées n'ont pas à prêter serment. Elles ne témoignent pas sous serment. La deuxième, c'est qu'elles ne sont pas obligées de venir, contrairement à une commission d'enquête. Et enfin, dans cette mission d'information aujourd'hui, dans laquelle l'Église catholique, les clubs sportifs, l'ensemble des institutions qui ont des enfants sont mis sur le même plan, nous travaillons avec plusieurs collègues à toujours quand même ramener la question de la spécificité de l'Église catholique, comme l'avaient demandé les pétitionnaires qui avaient proposé une commission d'enquête. Très bien. Merci. Laurence Rossignol d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre. Et on va continuer sur ce sujet avec Sébastien Brochot, préventeur, formateur au CRIAV. C'est le centre de ressources pour intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles en Ile-de-France. Dans le face-à-face, tout de suite. Bonsoir Sébastien Brochot, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Comment réagissez-vous à l'actualité? On sait qu'il faudra attendre le 7 mars prochain pour connaître la décision dans le procès du cardinal Barbarin. Pour autant, on sait que le parquet n'a pas requis de condamnation. Est-ce que pour les victimes d'actes pédophiles, ça peut être une déception ? Ça peut être une déception, mais moi je ne vais pas commenter, si vous voulez, une décision de justice. Ce que je peux dire par rapport à l'Église catholique, puisque j'interviens en tant que préventeur auprès de l'Église catholique, c'est que pour le coup on leur tape beaucoup dessus, mais ils ont plutôt de l'avance. C'est une institution qui a plusieurs années d'avance dans la prise en charge de ces questions-là. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup nettoyé. Par rapport à quelles autres institutions, par exemple? Alors, par rapport à beaucoup d'autres institutions, toutes les institutions qui accueillent des enfants eh bien, peuvent voir se commettre des actes d'agression sexuelle sur les enfants en leur sein. Et
toutes les religions, mais également, je sais pas, à l'école, dans les collèges, dans les lycées, dans les foyers, un peu partout, dans les colos, voilà. Il y a certainement des agressions sexuelles sur les enfants, et il y a encore un certain tabou dans certaines institutions. Et pour le coup, dans l'Église catholique, eh bien, ils ont créé une cellule pédophilie, et ils demandent aux CRIAVS, il y a des CRIAVS dans toutes les régions de France, ils leur demandent de venir pour sensibiliser. Alors justement, quelle est votre action justement auprès des diocèses, puisque vous l'avez dit vous-même, il y a beaucoup d'actions de prévention qui sont menées? Tout à fait. Alors, auprès du diocèse, par exemple, nous, on va dans un diocèse proche de Paris, puisque nous sommes le CRIAVS Île-de-France, et on va faire des journées. Il y aura des prêtres. Tous les prêtres doivent être sensibilisés à ces questions-là. Les représentants, les responsables de catéchèse, les responsables d'établissements scolaires catholiques, par exemple. Il va y avoir aussi des animateurs ou des responsables de lieux d'accueil de mineurs. Vous avez vraiment le sentiment que la parole s'est libérée, parce qu'on a quand même... Tout à fait. La parole de l'Église, on l'a vu à travers notamment les témoignages des victimes lors de ce procès, le poids de l'institution qui apparaît très fort. Oui, le poids était très fort, effectivement. Il l'est encore certainement dans certains lieux, mais il y a, je crois, une vraie prise de conscience au sein de l'Église catholique. Je travaille aussi avec la communauté juive qui, pareil, me demande d'intervenir auprès de chefs d'établissement, auprès de responsables de mouvements de jeunesse, et je trouve ça très très positif. Oui. Sébastien Brochot, comment vous abordez la question justement de la non-dénonciation de crimes qui était au cœur justement de ce procès barbarin, puisqu'il y a le secret professionnel et pour autant les obligations de signalement quand on a connaissance de violences sexuelles sur mineurs? Alors, ce qui se passait à une autre époque est à regarder à l'aune de cette époque. Évidemment, les choses ont évolué, on a beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus d'informations aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il faut savoir comment repérer les enfants qui peuvent être victimes et il faut absolument signaler. Notre rôle, c'est aussi de sensibiliser ces personnes, toutes les personnes qui travaillent avec les enfants, au signalement, leur expliquer comment ça se passe et surtout les rassurer. C'est-à-dire que s'ils ne se posent pas la question, s'ils ne se mettent pas en situation de recevoir la parole de l'enfant victime, eh bien, ils ne seront pas prêts, ils ne sauront pas comment réagir. C'est très très violent. Donc vous incitez, vous expliquez que dans le cadre notamment du secret de la confession, s'il y a des... voilà. Alors le secret de la confession, ça concerne uniquement les prêtres en confession, C'est-à-dire que si quelqu'un parle à un prêtre juste avant d'être en confession, là, le prêtre a l'obligation de signaler. Après, il y a une obligation qui est celle du citoyen, et après, il y a l'Église. Alors moi, je ne parle pas au nom de l'Église, j'interviens simplement pour l'Église. Donc ça les regarde, le secret de la confession. Le fait est qu'en tant que citoyen, nous avons tous l'obligation de signaler. Signaler, c'est pas enquêter. C'est-à-dire quand on reçoit la parole d'un enfant, il ne s'agit pas d'aller chercher à enquêter. Il y a une gendarme, une adjudante-chef... Parole d'un enfant, parole des auteurs aussi. Tout à fait. Il faut aussi en parler. Exactement. Quand on reçoit la parole d'enfant, c'est comme une scène de crime. Il ne faut pas aller chercher à faire répéter l'enfant, à mettre ses empreintes, sinon la police derrière ne peut plus faire son boulot. Donc on reçoit la parole, effectivement celle de l'enfant, qui doit faire l'objet d'un signalement. Et nous, effectivement, au CRIAVS, on va travailler avec les personnes qui sont au contact des auteurs de violences sexuelles. Parce que c'est très important de prendre en charge les auteurs de violences sexuelles. C'est trop facile de vouloir s'en débarrasser, on les met en prison, on ne s'en occupe pas. Ils sortent un jour, il faut... qu'ils se sentent appartenir à la communauté humaine. Il faut humaniser les auteurs. Oui, c'est pour ça que le Sénat a mis en place, on en parlait, cette mission d'information parlementaire, justement, sur cette question des violences sexuelles sur mineurs. Ça ira au-delà de l'Église catholique, ça a été rappelé. Quel regard portez-vous sur ces travaux du Sénat? Je trouve ça formidable. Et je trouve ça formidable, justement, que ça ne se limite pas à l'Église, parce que c'est trop facile de pointer du doigt, encore une fois. Il faut que toutes les institutions acceptent de se regarder un petit peu le nombril et de se remettre en question et d'avoir envie de soulever ce couvercle et d'accepter de demander de l'aide pour que l'on vienne sensibiliser toutes les personnes qui vont être au contact d'enfants. Ça rassure tellement les personnes. Ça rassure ces personnes-là. Quand elles sont au contact d'enfants, elles ont peur de ce qu'un enfant pourrait raconter. Elles ont peur de rater
un enfant victime. Parce que c'est vrai que c'est terrible. Eh bien, merci à vous, Sébastien Brochot, d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.